그래서你可是要tu vois这要有人是穷嘛从你 tu vois 那个那个是那啥那个Donc, le thème prévu pour aujourd'hui, plus particulièrement, c'est donc l'absence, comme le non-choix de la personne. Donc, Guichet-là va en parler à présent. Yes. Donc, hier, il a été question notamment donc, du non-choix du moi et du mien. Donc, ces deux aspects ont été abordés. Et donc, comme Geshe-la l'a expliqué, comme nous l'avons vu hier notamment, donc il y a tout d'abord la saisie du moi. Donc nous avons cette ferme saisie d'un moi inhérent, existant de manière intrinsèque, indépendante. Et sur la base de cette saisie du moi, alors nous appréhendons également tout ce qui est mien, tout ce qui est la propriété, tout ce qui appartient donc à ce moi et qui est donc mien, à commencer donc par les 5 agrégats, etc., et tout ce qui est donc possédé par ce moi, ça peut être donc ma main, mon corps, ma tête, mes possessions, etc. Et de cela, en relation avec ce moi et ce mien, vont se dérouler tous les 12 liens de la production interdépendante. Et donc, en fait, ce mien, c'est à partir du moi, donc ce mien, c'est ce qui appartient à ce moi, s'étend à l'infini. Il n'y a pas de limite à ce que nous considérons comme mien. Il y a donc toutes mes possessions, ce qui m'appartient. Il y a comme ma maison, mes affaires, mon pays, etc., et mon café. Et donc, lorsque nous disons, donc, par exemple, moi je suis occidental, et puis ou tel autre qui va dire, moi je suis d'un pays asiatique, donc je suis occidental, je suis asiatique, mon pays, etc. En fait, ce mien n'a jamais de fin.
Donc, nous avons cette saisie donc, du moi. Donc, il faut commencer par comprendre ce qu'est cette saisie du moi. Donc, lorsque nous pensons moi, donc moi, Marie-Thérèse, qui je prends son exemple, donc cela vaut pour chacun de nous, nous pensons moi, et à ce moment-là, en même temps que nous pensons moi, Marie-Thérèse ou un tel, vient donc une très forte saisie du moi qui est mêlée donc de forme d'orgueil, mais à ce moment-là, il est important de voir comment ce moi nous apparaît, comment nous le saisissons, et ensuite de nous demander, mais comment vraiment appréhendons-nous ce moi qui nous apparaît avec tant de force et que nous saisissons avec tant de force? Est-ce qu'il est notre corps? Est-ce qu'il est notre esprit? Est-ce qu'il est donc l'un ou l'autre des agrégats? Où pouvons-nous le trouver? Et donc, il est important de bien identifier, de bien voir comment ce moi nous apparaît, essayer de voir si nous pouvons le trouver d'une manière ou d'une autre. Or, de fait, la manière dont ce moi nous apparaît et dont nous le saisissons est à l'opposé de son véritable mode d'existence. Et donc, il convient donc de comprendre de quelle manière ce moi n'existe pas et de quelle manière il existe. Et lorsque nous aurons vraiment compris l'absence d'existence inhérente, puisque c'est ainsi que nous saisissons le moi comme ayant une existence en soi inhérente, lorsque nous comprenons que le moi n'existe pas de cette manière inhérente, intrinsèque, comme en lui-même, alors nous pourrons, à partir de là, réaliser l'absence d'existence inhérente de tout ce qui est mien, sans avoir besoin de rechercher d'autres modes d'analyse, d'autres raisonnements, car ces mêmes raisonnements qui ont été utilisés pour pouvoir établir l'absence d'existence inhérente du moi s'appliqueront de la même manière à l'absence d'existence inhérente du mien. Et donc, dans la mesure où il est très difficile d'établir le mode d'existence de ce moi, cela a amené à divers types d'affirmations selon les diverses écoles philosophiques. Notamment, donc, il y a eu certaines affirmations, certaines thèses, disons, soutenues par les écoles non bouddhistes de l'Inde ancienne, et même parmi les écoles bouddhistes, on distingue comme quatre principales écoles philosophiques qui ont des affirmations, disons, différentes sur le mode d'existence du moi. Et si ces différences de point de vue sont apparues, c'est précisément parce qu'il est difficile d'établir le véritable mode d'existence de ce moi. Donc, dans les systèmes philosophiques hindous, donc il y a aussi diverses écoles philosophiques, divers systèmes. En particulier, on distingue 5 grands systèmes, et donc Geshe-la ne va pas détailler à présent. Donc, on distingue donc diverses écoles dont
on ne tient pas, enfin bon, en tibétain, on ne tient pas les samkhya, voilà, je cherche le mot, les samkhya ou les jnana, etc. Donc il y a ainsi diverses écoles, et parmi lesquelles, donc certains, par exemple, allaient sans aucun vêtement, etc. Donc ils ont toutes sortes de traditions. Et donc, dans ces systèmes philosophiques donc, non bouddhistes, donc certains de ces systèmes philosophiques, notamment notamment donc les samkhya, affirment l'existence d'une sorte d'un principe général ou primordial qui est en fait de nature permanente et qui en quelque sorte se subdivise, donc qui n'est pas produit, qui est permanent, qui est immuable et qui en même temps donc se manifeste ou se subdivise dans toutes les entités donc existantes, dans la multiplicité des êtres, des choses, etc. Des êtres en particulier. Et donc, et ils affirment donc l'existence d'un principe, ou disons d'un principe créateur permanent, car donc dans la mesure où ils affirment ce principe créateur permanent, cela leur permet de ne pas rechercher une origine même de ce principe créateur, puisqu'ils le définissent comme étant donc permanent, mais tout en étant permanent, il exerce néanmoins une fonction, et notamment donc, puisqu'il crée donc tout ce qui est comme une subdivision de ce principe lui-même. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, ce que j'avais oublié, c'est que donc l'exemple qui est pris lorsque donc ces philosophes disent donc que ce principe est disons permanent, mais néanmoins donc se subdivise. Il est comparable donc à l'espace. Donc l'espace n'est pas composé, et lorsque donc dans l'espace sont placés se placent donc divers objets. Donc l'espace occupé par ces divers objets est en quelque sorte comme une subdivision de cet espace qui est lui-même donc permanent. Donc c'est de cette manière qu'ils expliquent le fait que ce principe général est lui-même permanent, et ce qui l'engendre est également permanent. Ce point est réfuté par les systèmes philosophiques bouddhistes. Nomba de Keleng Mare, c'est quand Tabaina, c'est quand Chawa Chetubi Mare. Là.
Et donc, le système bouddhiste réfute donc ce point de vue du fait que ce qui est permanent, donc ce qui est permanent, qui est immuable, en fait, ne peut pas exercer de fonction et donc ne peut pas produire donc de résultats qui eux-mêmes auraient des résultats, etc. Donc, ainsi, donc ce qui est permanent, immuable, ne peut pas avoir d'effet. Et donc, là, donc selon donc parmi les écoles philosophiques bouddhistes, il y a également donc divers points de vue qui se situent en quelque sorte à divers niveaux successifs, on pourrait dire comme progressifs. Les Chitaramawa, donc les Vaibhashika, donc il y a aussi diverses subdivisions à l'intérieur de cette école Vaibhashika. Donc certains considèrent les agrégats comme pris séparément comme étant le moi. Certains vont considérer que tel ou tel agrégat, donc parmi les 5 agrégats, est le moi. Et également, certains vont considérer que c'est l'ensemble des 5 agrégats, cette association, disons, des 5 agrégats, la réunion des 5 agrégats qui est le moi. Et donc, je ajoute, donc cela, c'est donc le point de vue de cette école de Vaibhashika, mais ce qui est vraiment intéressant et important, c'est que nous réfléchissions par nous-mêmes pour voir de quelle manière nous concevons nous-mêmes ce moi. Mais en fait, donc ce point de vue, le point de vue de cette école Vaibhashika est réfuté par les écoles philosophiques bouddhistes supérieures. En effet, donc si l'on considère que l'ensemble des 5 agrégats est le moi, alors de la même manière qu'il y a 5 agrégats, il devrait y avoir 5 moi. Ou bien si l'on considère que l'un des agrégats isolément est le moi, alors excusez-moi, tout d'un coup là j'avais une confusion, et donc à l'inverse, si l'on considère donc que le moi et les agrégats sont totalement inséparables, indissociés, alors de la même manière qu'il n'y a qu'un moi, il ne devrait y avoir qu'un seul agrégat. Et non ça. Donc tout cela peut être, ces points peuvent être réfutés donc par de nombreuses analyses, notamment si l'on considère que l'ensemble des 5 agrégats est le je. Donc lorsque à la mort l'agrégat physique, donc l'agrégat corporel arrive à son extinction, alors il n'y aurait plus 5 agrégats, mais seulement 4, et à ce moment-là, donc il n'y aurait plus cet assemblage des 5 agrégats.
Kushi. Kunchi, ça, kunchi, t'es ah, nyoni, ça, c'est tout. Donc, ces réfutations du point de vue Vairashika sont principalement donc, celles qui sont énoncées donc, par l'école des Sutrantika, qui est donc comme le niveau supérieur dans les 4 écoles philosophiques bouddhistes. Mais à un niveau, donc la troisième, disons, d'ordre progressif, l'école philosophique bouddhiste, c'est l'école des Chittamatra ou les Vijnanavadin. Donc c'est donc en tibétain Semtampa, littéralement comme l'école de l'esprit seul. Et, en fait, les tenants, les philosophes de cette école affirment l'existence de 8 consciences, et non pas 6 comme donc, nous avons l'habitude de l'établir. Donc en plus des 5 consciences sensorielles et de la conscience mentale, qui fait donc les 6 consciences, nous parlons habituellement, ces philosophes Vijnanavadin affirment l'existence d'une, ce qu'ils appellent comme une conscience, donc littéralement base de tout, qu'on appelle aussi parfois comme une conscience réservoir, qui est donc la Laya Vijnana. Et également, ils affirment l'existence d'une conscience de la nature des facteurs perturbateurs de l'esprit, d'une conscience comme, en quelque sorte comme viciée, et qui fait donc nyoni en tibétain. Et donc pour cette conscience, l'alaya vijnana, donc cette conscience comme disons base de tout, ou conscience réservoir, possède donc comme toutes les empreintes, et selon les tenants de cette école, c'est cette conscience réservoir qui est elle-même peut-être Tarbaje Segre. Tarbaje Segre. Et donc, donc cette conscience réservoir existe donc de manière continue, et elle est, pour les tenants de cette école, c'est cette alaya vijnana qui est considérée comme étant le je, comme étant le moi. Et donc, donc il y a parmi les écoles madhyamika, donc comme de la voie du milieu, on distingue 2 niveaux, les svatantrika madhyamika, Uma en tibétain, donc Uma Rangvipa. Et donc pour les tenants de cette première école du madhyamika, de la voie du milieu, ce qui est affirmé comme étant le moi, comme étant la personne, c'est la conscience mentale. C'est bon. C'est bon. Mais pour l'école, parmi toutes les écoles philosophiques bouddhistes, celle qui se situe donc au niveau supérieur et qui en fait établit on peut dire comme la véritable nature du je, du moi, donc c'est l'école Prasangika Madhyamika. Et pour cette école Prasangika Madhyamika, donc la conscience mentale n'est pas le je, n'est pas le moi, elle n'est pas la personne. Donc bien sûr, toutes ces affirmations de ces diverses écoles philosophiques bouddhistes se basent toutes sur les enseignements du Bouddha, mais ces divers niveaux d'affirmation, il faut les voir en fait comme des étapes
progressive vers la véritable compréhension de du mode d'existence des phénomènes et du moi, qui est celui qui est établi par donc l'école, la dernière de ces écoles, donc l'école Prasangika Madhyamika. Donc selon cette école, Prasangika Madhyamika, le je, le moi, est seulement une désignation, une imputation, l'application d'un nom sur une base de désignation. Et en dehors de cela, il n'y a rien que nous puissions trouver pointé du doigt, isolé en quelque sorte comme étant le je, le moi. Donc, à propos de la précédente affirmation donc, des Svatantrika Madhyamika, qui affirme donc que le je, le moi est la conscience, c'est vraisemblablement ce qui généralement nous vient un peu spontanément comme conception du moi. Et donc, selon les philosophes Prasangika Madhyamika, donc ce je, ce moi, donc est seulement donc une désignation appliquée à une base de désignation, mais lorsque nous le recherchons du côté, le recherchons donc dans ce que nous désignons, il n'y a rien que nous arrivions à trouver, à identifier comme étant ce je, ce moi. Par exemple, nous ne trouvons ce moi dans aucun des 5 agrégats. Par exemple, le moi donc n'est pas notre corps, il n'est pas notre main, il n'est pas notre tête, etc. Et c'est seulement sur par exemple, lorsque si nous avons mal, sur la base de cette sensation douloureuse, parce que nous avons mal à la tête, donc nous allons dire j'ai mal à la tête. Et à ce moment-là, c'est la base de cette sensation douloureuse qui est la base de désignation sur laquelle nous allons dire j'ai mal à la tête. Ou lorsque nous mangeons, par exemple, nous mangeons du pain, sur cette base de désignation du fait du pain que nous mangeons, nous allons dire je mange du pain, etc. Et en fait, ce je est chaque fois seulement une désignation appliquée à une base de désignation, mais en dehors de cela, nous ne pouvons le trouver nulle part. Donc, nous ne pouvons pas pointer du doigt ou montrer un individu qui existerait comme indépendamment de cette relation entre donc la base de désignation et donc la désignation appliquée à cette base de désignation. Pour reprendre l'exemple si nous mangeons, par exemple, ou lorsque nous voyons donc une personne mange, nous allons dire un tel est en train de manger du pain, et donc cette désignation de la personne que nous donc cette personne qui mange du pain n'existe pas autrement que par cette désignation que nous appliquons sur la relation entre le pain et la relation entre le fait que l'individu mange le pain, et sur cette base de désignation, nous appliquons le fait qu'un tel mange du pain. Mais en dehors de cela, nous ne pouvons pas trouver la personne, ni le pain d'ailleurs,
en dehors de cette désignation que nous appliquons sur une base de désignation. Lorsque, par exemple, si nous nous déplaçons sur la base si nous marchons, nous nous déplaçons en marchant, sur la base du mouvement de nos jambes qui avancent, nous disons je marche ou je vais à tel endroit, etc. Et c'est la seule manière dont nous pouvons trouver donc l'existence de ce je, c'est sur la base du déplacement de nos jambes que nous pouvons dire je marche. En dehors de cela, nous ne pouvons pas trouver un je indépendamment donc de sa base qui existerait comme indépendamment d'une base de désignation. Donc selon vous, est-ce que le corps serait-il le moi? Peut-être que certains pensent que le corps est le moi. Est-ce que ce corps est le moi? Non. Tout le monde pense. Sûr. Si c'était le corps, il n'y aurait plus de moi là-bas. Voilà, déjà. Alors, est-ce que la conscience est le moi? C'est plus difficile. Non. Et pourquoi? Pourquoi lui? Alors, Une sensation. Lorsque nous recherchons ainsi le moi en nous demandant donc est-ce que le moi est le corps, est-ce que le moi est la conscience, est-ce que le moi est donc la sensation, est-ce qu'il est dans les identifications, est-ce qu'il est dans les formations volitionnelles, etc. En fait, nous ne trouvons ce moi nulle part. Et donc à ce moment-là, certains ne trouvons ainsi pas le moi, ce moi que nous considérions au départ comme quelque chose d'existant de manière très concrète, très solide. Donc certains, lorsque le cherchant ainsi dans chacun des 5 agrégats, ne le trouvent pas, tout d'un coup peuvent être saisis de frayeur en pensant qu'ils ont perdu leur moi, leur identité. C'est vrai. C'est pas une illusion de moi, le chemin. Une illusion. C'est pas une illusion de moi. Donc, il y a une petite nuance, on dit que le moi est semblable à l'illusion. C'est donc là, il y a une précision importante. Donc, il est enseigné que le moi est semblable à l'illusion, et donc il y a de nombreux exemples qui sont donnés. C'est comme par exemple l'écho, donc nous renvoie à la paroi de la montagne, ou comme l'arc-en-ciel, comme le rêve, etc. Mais donc on ne dit pas que le moi est à proprement parler une illusion, mais il est enseigné qu'il est semblable à l'illusion, et c'est une nuance importante. Donc, nous appréhendons le moi d'une certaine manière, il nous apparaît, nous l'appréhendons comme s'il existait, donc comme s'établissant de lui-même avec une existence inhérente, s'établissant comme de son propre côté. Et donc, le moi n'existe pas tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'appréhendons. Et c'est cela qu'il est important de comprendre. Car la manière dont le moi nous apparaît de manière donc, habituellement et dont nous le saisissons n'est pas du tout conforme à son véritable mode d'existence.
Donc, lorsque nous recherchons le véritable mode d'existence du moi et que nous essayons donc de voir si ce moi existe tel que nous l'appréhendons, donc est-ce qu'il existe véritablement tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'appréhendons. Donc il faut bien identifier la manière dont le moi, le je, nous apparaît et la manière dont nous le saisissons. De manière à ce que lorsque nous recherchons si ce moi existe véritablement, tel qu'il nous apparaît, tel que nous le saisissons, il faut que ce que nous recherchons corresponde vraiment à ce qui nous apparaît, ce que nous saisissons. Et il ne faut pas que notre investigation, notre recherche s'oriente vers quelque chose qui serait différent de ce moi tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'appréhendons de manière habituelle. Par exemple, si au lieu de rechercher l'existence du moi dans ce qui nous apparaît, dans ce que nous saisissons habituellement, nous recherchons tout à fait autre chose, telle qu'une sorte de bête à cornes ou quelque chose comme cela, alors il est certain que nous ne pourrons pas arriver à identifier le véritable mode d'existence du moi, ni à identifier la manière dont le moi n'existe pas. Donc, est-ce que le moi existe? Oui, sûr, oui. Oui, oui. Ça, juste, mais après, donc, oui, c'est sûr que le moi existe, mais encore faut-il comprendre la manière dont il existe. Et en fait, la manière dont il existe, c'est d'être une simple désignation, une simple dénomination. Oui, intellectuellement, on peut comprendre, mais quand on sort, on va pas faire des désignations sur une base d'imputation, à faire à plein de gens qui font des mois et qui font des Donc, bien sûr, tous les individus sont différents, mais lorsque l'on essaye de comprendre le non-soi et de méditer sur le non-soi, alors il est important d'orienter sa réflexion sur soi, sur sa propre manière donc de saisir le moi, essayer de comprendre cette absence d'existence inhérente, intrinsèque du jeu du moi sur la base de notre propre personne. Et bien sûr, tous les individus ne se consacrent pas à une telle investigation et donc il y a des moi qui peuvent s'affronter, même si ultimement ces moi n'existent pas tels qu'ils apparaissent et tels qu'ils sont appréhendés. Mais ce qui est important dans ces réflexions, ces méditations, c'est de se concentrer sur notre propre réflexion de l'existence, sur la manière dont le moi existe ou dont il n'existe pas, pour arriver à comprendre donc le véritable mode d'existence du moi sur la base de soi-même. Donc la manière, lorsque nous méditons donc sur le mode d'existence du moi, donc il est important de méditer sur le fait que le moi n'existe pas d'une manière indépendante, autonome, comme s'établissant de lui-même, et qu'il n'existe pas en dehors ou autrement, séparément, on pourrait dire, comme en dehors du fait d'être une simple imputation, une simple désignation d'un nom sur une base de désignation.
Donc, lorsque nous arriverons à comprendre, à percevoir que le moi, donc notre personne, est dénuée d'existence inhérente, intrinsèque, alors il devient facile de comprendre, de réaliser l'absence d'existence inhérente, intrinsèque du mien, de ma main, de ma tête, de ma maison, de tout ce que habituellement nous considérons comme nous appartenir.